Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Ludovic Ellens. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic, tu as une profession un peu particulière. Je vais l'expliquer comme je peux, mais tu feras mieux après. Parce qu'en fait, tu es lunetier. C'est ça. C'est-à-dire que tu fabriques artisanalement des montures de lunettes. Tout à fait. Ouais. Et c'est donc pas vraiment le métier d'opticien ou pas comme on le connaît maintenant. C'est complémentaire. Ouais, c'est ça, c'est complémentaire. Et ça fait maintenant presque 7 ans que tu fais cette profession sous la marque Lunetier Ludovic. Tout simplement. C'est plus simple. Et maintenant, vous êtes 4 dans l'équipe. Je commence peut-être par une question bête, mais pour moi, c'est la toute base, en fait. T'as toujours rêvé d'être lunetier ? Non, du tout. J'ai toujours voulu avoir mon petit commerce. Ça, c'est un truc qui m'avait toujours plu. Après, j'ai beaucoup chipoté. J'ai beaucoup vu mes parents chipoter, donc bricoler. J'ai une maman très artistique. Elle a fait des études de Saint-Luc, illustration, donc on était dans une famille créative. Et au final, l'artisan, lunetier, manie bien l'artistique et le côté technique, le créatif et le côté manuel. Donc tu voulais toujours avoir ton petit business et en même temps avoir ce côté ludique, créatif. Ouais, il est venu tout seul. Au départ, ça commence peut-être, l'histoire elle commence quand j'avais 16-17 ans, aux études, humanité. J'étais à l'internat à Malines, c'était sympa, peut-être trop. Et du coup, pas très studieux, et du coup, j'ai dû changer de direction en Flandre. Et du coup, j'allais rentrer en 5e humanité, et puis on m'a dit, Ludovic, non, tu peux pas aller en 5e, tu dois changer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a été un peu regardé. Et alors, il y a l'optique qui commence en 5e humanité. Ah bon, l'optique. Ou prothèse dentaire, ou photographe. Et je suis là, non, le photographe. J'avais vu une classe de photographe, je suis là, non, c'est pas du tout mon style. Trop artistique. Ouais, too much. Ouais, too much. Et prothèse dentaire, je savais pas ce que c'était. Je dis, non, ça me dégoûte. Prothèse dentaire, c'est pas très artistique non plus. Enfin, peut-être. Ah oui, en fait, ouais, c'est ça. Trop technique, du coup. Ouais. Et donc, optique. Allez. Et alors, j'ai commencé à faire des études d'optique. J'étais jamais rentré dans un magasin d'optique. Et j'ai commencé à faire des études d'optique. Je comprenais vraiment pas ce que je faisais, en fait. Je crois que j'ai mis 6 mois à vraiment comprendre ok, c'est ça un opticien. Oui. Et puis j'ai commencé à faire des stages, et puis j'ai commencé à travailler. Et donc en fait, ça s'est fait un peu malgré toi pour l'instant. Oui, tout à fait. Oui. J'ai travaillé pour une grande chaîne. Je vais pas citer de nom. Il promouvait surtout la quantité par rapport à la qualité, comme une grande chaîne peut l'être. Et là, directement, ils sont venus me voir. Oui, Ludovic, un trilingue, super, on a besoin de toi. On a une chaîne française. On a besoin de quelqu'un qui parle français et néerlandais en Flandre. Donc, on a besoin de quelqu'un qui te traduit pour les autres directeurs. On a besoin de toi, c'est génial. 22 ans. Paf, directeur de commerce. Et alors, j'avais 9 employés en dessous de moi. C'était dans un grand shopping. Et j'étais directeur de magasin. Trop bizarre. 21 ans, j'étais en coloc avec des copains. Enfin, c'était pas du tout combinable. Oui, c'était lunaire. Quand j'y repense, mais ouais. Mais voilà, je me suis pris des bonnes claques parce que j'avais pas le savoir-faire ni le savoir-être. Enfin, 21 ans, 22 ans, on n'apprend pas à quelqu'un de 40 ans qui a 20 ans de bouteille comment il faut faire. Ça se fait pas. Oui. On met pas un petit jeune comme ça qui a 0 expérience professionnelle à la tête d'un commerce. Avec des... Enfin, tu as des exemples de boulettes à ne pas refaire ? Ouais, oui, mais moi je réalisais pas que j'étais directeur, quoi. Donc j'avais essayé de négocier avec une des employées. Je dis, et le bon cadeau qu'on reçoit une fois par an, je sais que toi t'en utilises pas, est-ce que je pourrais l'utiliser pour... En fait, elle a dit oui, mais elle sentait obligée de dire oui.
Je voulais juste un bon cadeau pour offrir des lunettes solaires à ma sœur ou un truc comme ça. Et en fait, ça m'est retombé dessus violemment par la direction au-dessus. Ouais. En fait, t'as une position dominante que je ne savais pas. Oui, que tu ne réalisais pas. Ouais, c'est ça. Et analyser les chiffres toutes les semaines, motiver les équipes, dire ah oui les gars, vous avez pas vendu assez de lunettes machin, parce que tout est enregistré, tout est encodé dans ce genre de structure et on sait exactement combien de verres ils ont vendu, combien de verres avec anti-reflet ou combien de verres pour enfants, et donc il fallait toujours pousser à monter en volume, en gamme. Enfin, c'était en volume, ouais. Et la marge est uniquement sur le volume en fait. Ouais, c'est scandaleux. On est proche ouais, non, c'est pas mal. Il y a des marges quand même confortables malgré le volume. Ouais, c'est impressionnant quand même. Ouais, surtout que maintenant encore, ça a encore évolué parce que ça fait partie d'un grand groupe maintenant. Ils se sont fait racheter. Ça, c'est dans le monde. Là, je fais une petite parenthèse, mais donc il y a le groupe Luxottica. Luxottica, c'est le plus grand fabricant de montures, de lunettes au monde. Il a surtout des licences comme on connaît Ray-Ban, on connaît Persol, on connaît Armani, on connaît Oliver People, on connaît Alain Micli. Tout ça, c'est les grandes marques, Prada, machin. Toutes ces marques viennent essentiellement de chez Luxottica. Luxottica a été racheté par un groupe qui s'appelle Essilor, qui est le plus grand fabricant de verre français, qui lui a des marques comme Varilux, très connues, et d'autres sous-marques. Et donc ces deux ont fusionné, c'est un nouveau groupe depuis quelques années. Et là récemment, ils voulaient racheter le groupe Hall, Grand Vision. Grand Vision, c'est des magasins comme Sunglass Hut, comme Grande Optical, comme Pearl. Tout ça, c'est dans le même groupe. Ah oui. Ouais. On peut croire qu'ils sont concurrents. Ouais. Terrible. Ça fait. Et l'Europe a dit ouais, ça commence à être un peu gros. Oui. Et ils ont un peu limité. Mais ça veut dire qu'en fait, ils ont et la fabrication de la monture, et la fabrication de la lunette, et la distribution de la lunette. Je pense qu'on parle de 16 000 points de vente. Faudrait vérifier, mais c'est pas... C'est beaucoup. C'est énorme. Après, ils ont réussi à faire un beau business. Alors là, par contre, là, c'est du business. Et donc ça, j'ai fait dans cette grande chaîne, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, ils m'ont gentiment demandé d'arrêter de travailler pour eux. Oui, parce que finalement ça matchait pas. Ça matchait pas trop, non. C'était pas dingue. Et non, puis c'était pas agréable, c'était pas chouette en fait. C'était toujours de la pression. Et ils m'ont fait des bonnes entourloupettes. Ils m'ont bien coincé quoi. Ils m'ont fait faire des erreurs, des fautes graves. Et en fait ils m'ont licencié. Ah oui, pour faute grave. Mais ils m'ont d'abord dit non, ils m'ont obligé de signer un commun d'accord. Ah oui. Ouais. Là, l'avocat, peut-être que j'aurais peut-être dû avoir un avocat dans mes copains. Et ils m'ont dit, ouais, est-ce que je peux téléphoner à quelqu'un? Il dit, non, ça se fait pas. Et donc ils m'avaient bien coincé. J'ai signé ce truc. Ou sinon, on te poursuit en justice. Moi, à l'époque, j'avais 25 ans. Oui. Non. Oui, non, ça fait peur. Ça fait peur, évidemment. J'étais face à des personnes de 35, 40 ans, je crois. Et puis tu te dis, au pire, j'ai perdu mon job, tant pis. Ouais. Je vais trouver un autre. C'est ça. Ouais. Non, et puis j'ai arrêté de toute façon. Et alors là, j'avais jamais fait d'Erasmus. C'était peut-être un soulagement aussi. Ouais. En fait, ça m'a ouvert des portes. Ouais. Et c'est ça. Donc j'ai jamais fait mes études de. Donc à retenir juste pour cette expérience, peut-être pas faire comme Icare en visant trop haut ou en acceptant trop haut, essayer d'être réaliste aussi sur ses compétences, parce qu'on peut se brûler les ailes. Oui. Mais vraiment, j'avais 21 ans et que me faire miroiter une voiture, c'est génial, c'est cool. Ouais. Évidemment, j'avais envie d'avoir cette voiture en plus. Oui, alors que tous tes potes étaient encore étudiants. Oui, c'est ça. Donc, enfin, il y a comme ça des petits détails de salaire, mais au final, mon salaire était ridicule. Oui. Non, j'avais aucune idée j'étais dans les barèmes, mais c'était pas un salaire d'un directeur de magasin. Ça, c'était sûr. À l'époque, mais bon, les premiers jobs, on peut pas comparer. Oui. Donc ça, c'était un peu de l'insouciance, mais c'est pas grave. J'ai fait mes armes, j'ai appris comment faire. Et donc, comme je disais, moi, une fois, je me retrouve sans job, et puis, par contre, il m'avait donné un pactole, quand même. Il m'avait donné de l'argent. Ah. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais jamais fait d'Erasmus, jamais fait de longs voyages. Je me dis, allez, c'est peut-être le moment. Et donc, je suis parti vivre en Afrique pendant 1 an.
au Togo. Je suis parti, sac à dos, et j'ai été vivre au Togo. J'ai enseigné l'anglais là-bas dans des écoles, des classes de 70 élèves. Je ferai plus jamais. Et on a fait j'ai vécu dans un petit village, quoi. C'était vraiment chouette. Pas d'électricité, pas d'eau courante, vraiment la brousse, quoi. Puis je suis revenu, et là j'ai envoyé 15 CV à Bruxelles. J'avais bien ciblé 15 magasins d'optique, parce que je suis opticien, donc magasin d'optique. J'ai eu 15 réponses positives. J'ai pas été me présenter 15 fois. Non. J'ai été me présenter 6 fois. Des 6, j'en ai gardé 3. Des 3, j'ai dit, on fait une journée d'essai. Ils ont dit, quoi? Il y en a un qui m'a dit, bah non, ça se fait pas. J'ai dit, mais c'est pas grave. Oui. Et les 2 autres, j'ai dit, bon ben, on va essayer de... Lui il m'offre tant, vous m'offrez combien? Puis, hop. Donc tu as eu la chance de pouvoir recruter ton employeur. Ouais. Ça, c'est ça. Et donc là, j'ai commencé à travailler dans la rue Antoine Dansard, au centre de Bruxelles, dans un magasin qui a malheureusement fermé entre-temps, bourré de design, créatif, luxueux dans l'offre des objets. C'était le même objet, mais c'était tellement une autre façon de le présenter, de l'offrir, de le mettre en valeur, d'accueillir le client, et c'était super. Comprendre son vrai besoin, ses attentes, et pas d'essayer de lui refourguer un truc, quoi. Voilà. Ouais, c'était tout à fait différent. Et le patron aussi. Le patron était tout à fait différent. Il m'a jamais demandé combien de lunettes on avait vendu ce jour-là. Lui, c'était juste, c'était qui est passé, comment ça s'est passé, et pas dans la quantité ni le volume. C'était génial. Donc ça, c'était vraiment une belle expérience. Et il y avait de la demande pour des lunettes sur mesure, en fait. Il y avait des gens qui pensaient qu'on faisait des lunettes sur mesure, sauf qu'on sous-traitait. Et donc, j'avais dit à mon patron, écoutez, je vais trouver quelqu'un qui fabrique des lunettes à l'unité, et on va lui demander. Et donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'en ai parlé à 2-3 fournisseurs, des gens des commerciaux qui vont dans tous les opticiens de Belgique et qui ont une bonne vue sur le marché au final. Parce que eux ils vont chez chaque confrère. Ouais. Et je dis, bon, est-ce qu'il y a un confrère qui fabrique des lunettes? Je dis, bah non, personne ne fait ça. Personne ne le fait. Et on a de la demande. Et donc quoi, du coup, que ça se passait comment? Parce que, en fait, je suppose que il y en a qui veulent du sur-mesure, mais il y en a qui en ont besoin. Voilà. C'est juste qu'ils ont un gros nez ou... Juste pas de chance, en fait. Et donc, on sous-traite, c'était de la c'est de la demi-mesure, quoi. C'est de l'à peu près, hein. On ajuste, on chauffe un peu et... Ouais. Ça tient. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui envoyaient, donc nous, on envoyait en Allemagne et on demandait voilà la même lunette, mais un peu plus large. Mais on n'avait jamais mesuré rien, quoi. Donc, c'était un peu du n'importe quoi. Par contre, en cherchant, j'ai trouvé une formation, j'ai trouvé des maîtres qui fabriquent des lunettes dans le Jura, en France. Donc, je les ai contactés, on a commencé à produire une lunette pour ce client en question. Je suis revenu avec une lunette. Donc des artisans français qui faisaient ça chez eux. Des meilleurs ouvriers de France. Des maîtres. Ah oui. Voilà. Donc là, on est... Des mofs, ouais. Ça, c'est le Graal quand même dans l'artisanat. Oui. Et donc, j'en ai rencontré 5-6, tous leurs techniques, et ils ont... En fait, eux sont... Là-bas, ils travaillent tous dans des usines de fabrication. Et là-bas, c'est comme les chefs étoilés. Ah, nous, on a un chef étoilé, on en a 2. On a un MOF, on a 2 MOF dans notre usine. Et ils sont très fiers de l'avoir. Et donc, ils gardent vraiment le savoir-faire dans l'usine. Une fois retraités, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé notre savoir-faire pour nous, et on l'a pas partagé. Maintenant, on est retraités. Et on va le partager, en fait. On va pas le garder. On doit partager. On peut pas, la lunetterie française doit continuer à évoluer. Oui. Et donc, on va créer des formations. Parce que eux aussi, ils ont appris un jour. Oui, c'est ça. Oui, et puis c'est vraiment dans la charte du meilleur ouvrier de France, c'est de transmettre le savoir-faire, de pas l'oublier. Et donc, ils ont créé une école dans le fin fond du Jura, et français, et on peut s'inscrire pour suivre des workshops de quelques jours. Et puis c'est comme ça que j'en ai fait plusieurs, fait plein d'allers-retours. Je suis revenu avec Quand tu travaillais encore dans ton... Je travaillais encore, ouais. Et alors, je suis revenu, je dis, mais j'ai envie de faire ça, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai dit à ma femme, j'ai envie de faire des lunettes sur mesure en corne de buffle. Et elle m'a dit, des lunettes de quoi, en quoi, de quoi? Je dis, ouais, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je dis, si, tu vas voir, c'est dingue. Et alors, j'ai proposé à mon patron, je dis, mais écoutez, vous avez un magasin de 200 mètres carrés. Est-ce que je peux prendre un espace? Est-ce qu'on peut faire un petit corner? J'ai un savoir-faire maintenant, et je dois encore le développer, mais ça va mûrir. Oui. Ah non, il a dit, non, nous, ça nous intéresse pas. Nous,
on vise l'impression 3D en titane. Donc eux, ils sont assez sur mesure, mais ouais, ils sont assez novateurs là-dedans, je veux le dire. En Belgique, on a quand même quelques pointures dans notre domaine de la lunette. Et donc lui, il a dit non, moi je vise le futur, l'impression 3D et pas possible. L'artisanat, c'est retourné en arrière en fait, selon lui. Et donc voilà, j'avais préparé votre deuxième réponse. Et donc voilà ma démission. Cette fois-ci volontaire. Déçu. Voilà, déçu. Il m'a plus parlé pendant 3 mois. C'était assez triste comme relation du coup. Et puis là, 1er janvier 2015, me voilà, feuille blanche. Bon, pas recommencer. Oui. Et donc là, ça s'est passé comment ? J'ai fait des formations avec le BESI. BESI avait un Startup Challenge. La chambre de commerce de Bruxelles. Ouais, c'est ça. Ils avaient un Startup Challenge où on rencontrait d'autres startups et on challengeait un peu, essayer de trouver des levées de fonds et des subsides ou des. Le but était, ça n'a jamais été vraiment fait, mais le but était de présenter le projet à des investisseurs. Bon, c'était très jeune comme projet, donc mais c'était intéressant quand même de rencontrer d'autres startups et de savoir comment ils font. C'était une chouette période. Et alors j'ai aussi participé à comment ça s'appelait encore ? PME. C'était une école. L'ICHEC PME, oui. Voilà, très sympa. Et là, c'était vraiment concret, dire voilà, t'en es où ? Voilà une to-do école list. de commerce, on apprend et voilà, il y a du management, il y a des trucs, il y a de la finance, il y a du marketing, il y a des tout. Et ça, c'était vraiment chouette de faire un business plan. J'ai aucune idée de faire un business plan. J'avais pas de comparateur en fait non plus. Donc moi, mon idée, c'était de créer un magasin et on proposait de la haute lunetterie. Déjà, le mot lunetterie, c'était tellement inconnu en Belgique. Lunetier, c'était déjà lunetier, on ne sait pas s'il faut mettre un T ou 2. Oui, alors on peut faire les deux. Petite parenthèse, on peut faire les deux. Alors c'est lunetier ou lunetier, tout simplement. Okay. Mais alors généralement on dit lunetier avec un T, mais la lunetterie, c'est avec 2 T. Voilà. D'accord. Je ferme la parenthèse. Et donc j'avais pas de comparateur. Ma concurrence était à Paris et je sais que j'avais un peu comment on faisait à Paris, mais j'avais jamais osé d'aller jusqu'à Paris et de faire comme si j'étais un client. Oui, c'est vrai. Donc j'aurais pu, en fait. Maintenant avec le recul, j'aurais vraiment pu. Bonjour. Je vais acheter. Mais donc voilà, on a créé un projet. Et je m'étais engagé. L'idée, c'était de quand même pas faire uniquement de l'artisanat, parce qu'alors il fallait faire du volume. Il fallait faire aussi quelque chose avec une rentrée d'argent plus fluide. Et donc, on a décidé de quand même faire le métier d'opticien, donc acheter des lunettes et revendre des lunettes, si on peut être très cru et simpliste. Et donc, voilà, l'idée, c'était de combiner les deux, ça c'était important. C'est ce qu'on fait encore maintenant. Oui, donc vous vendez aussi des marques plus connues comme Ray-Ban ou autres, pas Ray-Ban. Oui. Là, vous aurez dû voir mon visage, mais non, pas Ray-Ban du tout. Justement, j'aurais du mal à le reproduire. Rien de chez Luxottica. Ok. Rien. Je pense qu'il doit y avoir 5 magasins en Belgique qui ne vendent rien de chez Luxottica, pour vous dire. Ok. Donc, plutôt des petites marques, pas très de lunetterie, de lunettiers, de fabricants de lunettes. Pas de parfum, pas de voiture, pas de shampoing, d'accord? Que de la lunette. Ça, c'est hyper important. Et de la belle lunette. Voilà. La belle lunette, on a des marques japonaises, on a des marques françaises, on a des marques belges, et ça c'est pour moi hyper important de savoir qui la fabrique, parce que la qualité, elle est selon moi liée à l'usine qui fabrique l'objet. La marque aussi, la marque a un cahier de charge, mais c'est l'usine qui va faire la qualité, et pas forcément la marque, d'après moi. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait ma sélection. Donc pour la même marque, ça peut être 2 usines différentes, et donc c'est pas la même qualité. C'est vrai. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On l'a déjà remarqué que certaines produits de la même marque sont pas produits de la même chose, de la même façon. Et mais ça, ils s'en mordent les doigts. Les marques s'en mordent les doigts, je pense. Mm-hmm. Réaliser que dans la même gamme, il y a différentes qualités, c'est un peu dommage, quoi. Donc on sait en gros que si on veut des lunettes de qualité adaptées à notre morphologie et belles et durables, il faut aller chez toi au Sablon. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc tu vends des lunettes que tu ne fais pas, et tu vends des lunettes que tu fais. Voilà, tout à fait. Et donc
En 2015, on avait décidé donc j'avais fait des achats et j'allais presque m'engager avenue Louise trouver un local, trouver un bon local. Ça c'était peut-être même la partie la plus dure, mais toutes les semaines, j'allais une fois en ville à Bruxelles pour marcher, traîner en rue, essayer de trouver un quartier qui m'allait, une chouette rue, un chouette commerce. Et donc ça c'était vraiment à un moment il fallait que je sorte de mon bureau, parce que c'était bien de faire toute la théorie, mais à un moment il faut aller sortir de chez soi pour aller trouver le commerce qu'il faut. Oui, parce que c'est un commerce. Tu peux pas le faire juste sur ton ordi, ou chez toi. Il faut que les gens passent la porte. Donc ça c'était un choix aussi qu'on a fait, c'est de faire un commerce, c'est pas un atelier caché quelque part. Ça c'était, on a hésité, mais voilà, on aimait bien l'aspect commerce et pas. Donc un petit détail. Et là, on allait presque s'engager. Ça, c'était un jeudi soir. Il y a mon beau-frère qui m'appelle. Il me dit, voilà, Ludovic, j'ai été voir ton futur voisin. On a parlé de toi, forcément. Et il m'a dit, l'avocat a dit, non, ne signe pas là-bas. C'est un bordel. Premier étage, deuxième étage. Et nous, on se demandait. Au sens propre. Oui. On se demandait pourquoi ce loyer était si bas. Avenue Louise, mais pourquoi c'est pas cher? Pourquoi c'est pas cher? Où elle enroule? On a été 3 fois, on a demandé, et les voisins, des gens charmants, monsieur. Oui, bien sûr. oui. Et puis là, j'étais plein de charme. Outré. Donc vendredi, ça c'était le jeudi. Vendredi, j'allais signer le bail. Oui. Je téléphone au propriétaire, je dis non, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas possible. Ma femme était enceinte ce jour-là de 9 mois et 8 jours. Ah oui. Donc. Vendredi après-midi, moi, découragé, je m'étais engagé, j'avais déjà des dettes. Il fallait vendre les lunettes qui étaient déjà arrivées ils étaient chez moi à la maison, les lunettes, le stock. Donc il fallait les vendre. Mais non, c'est bien, mais il fallait absolument vendre. Donc j'étais découragé. Un enfant qui arrive d'une minute à l'autre. Et alors, vendredi, ma femme trouve des rendez-vous avec des agences immobilières spécialisées dans les commerces. Samedi, on visite un commerce. On dit, coup de cœur. C'est ce que j'ai. Même avec des pieds de plomb. Hein. Ma femme me corrigera, mais avec des pieds de plomb, j'avais aucune envie. Et donc là, on trouve ce commerce 3 étages, parfait. C'est ce que je veux. Et donc là, ma femme est montée et descendue plusieurs fois. Et je dis, t'es sûr que tu vas encore une fois monter? Parce que c'est lourd comme, non, j'y vais, de toute façon, il doit sortir. Et lundi, elle accouche. Mercredi, je signe le bail commercial. Et les clés, on les a eu au mois d'août. Et on a ouvert en octobre 2015. Première semaine, il y a un Américain qui, je sais pas d'où il sort. Il rentre. Et première semaine, il rentre. Et il dit, oh, nice, il visite l'atelier, oh, wonderful, all right, I want those bespoke glasses in Buffalo Horn, I'll take them. Et je fais, ça veut dire que je suis bien installé, ça veut dire que mon prix est bien, ça veut dire que même un Américain qui est perdu, je suis dans le bon quartier, top, tout ça, il y a une espèce en une fois, un soulagement de tous ces... Et je vais faire mes lunettes en corne de buffle. Ouais, chez moi, nickel. Vendu. Première lunette sur mesure vendue à un Américain, quoi. Génial, Texas. et puis là, ça n'a pas arrêté. C'est là où tu es encore. Oui, évidemment. Oui, c'est là qu'on est encore. Et donc, première année, on avait fait une estimation de faire 12 lunettes sur mesure. On en a fait 120. 120. Dans l'année? Oui. J'étais dépassé. J'avais dit à tout le monde, dans un mois, c'est prêt. On était mal organisé. On n'était pas organisé. J'étais pas prêt. Et je voyais bien ce feu de paille. J'avais peur que ça devienne un feu de paille et qui retombe. Mais non, il fallait absolument que je trouve des solutions pour solidifier, essayer que cette locomotive qui démarre 4 tours comme ça, qu'il fallait trouver des solutions vite, quoi. Et pas bêtement travailler jusqu'à des minuit pour satisfaire le client. Il fallait commencer à créer une machine qui marche. Oui. Parce qu'au début, c'était ok. La solution, c'est travailler. On travaille la nuit. Tant pis, on ferme le magasin, on travaille la nuit et on fabrique les lunettes qu'on a promis. Parce qu'on a promis des lunettes, on a promis quelque chose. On a reçu un acompte, on est lié. Je peux dire, une semaine. Oui. Je peux dire, mais je peux pas téléphoner 2 fois. Oui, non. Il fallait assurer. Et donc là, on était,
c'était bien Tu stressant. dis on, t'étais avec quelqu'un? Avec ma femme. Oui, ok. Qui, elle faisait les allers-retours entre son boulot, la crèche, elle revenait. Enfin, on a travaillé beaucoup le début. Oui. Et puis, il y a eu un gars qui m'a téléphoné en disant, oui, je cherche un stage. J'ai dit, mais demain, tu viens demain. Sauve-moi. Et donc, c'est Dorian. Et Dorian travaille encore avec nous. Il a fini son stage. Oui. Mais oui, il nous a aidés dès le départ. Et directement, parce qu'en fait, j'avais sous-estimé que moi, je pensais ouvrir mon petit commerce, mon petit atelier, fabriquer mes petites lunettes. Mais il y a des gens qui rentrent dans le magasin, il y a des gens qui veulent prendre le temps. Tout à fait logique. Oui, oui. On va prendre le temps de choisir. On va visiter. On va pas forcément acheter, on va simplement visiter. On flâne, on flâne. met, faut désactiver l'alarme et on en met 2-3 sur le nez et puis Voilà. non, finalement, non. Non. Et puis on reviendra. Et puis Oui. moi, entre-temps, il n'y a pas de production qui avance. Oui. Il y a des gens qui envoient des mails, il y a des gens qui demandent des infos, il y a tout ce qui est gestion Il y a des administrative. déclarations TVA, il y a des... tout ça. J'avais un peu sous-estimé Ah oui. tout ce pan-là parce que du coup, on fabriquait pas. Oui, en fait, fabriquer, ça irait si avec ça. Oui, c'était chouette. Mais non. Et du coup, là, premier employé, et directement, je me suis dit, ah, quel soulagement. Ça veut dire que moi, je travaille avec mon client, je prends mon temps, et entre-temps, la lunette, Ok, donc un employé lunetier. Voilà. Oui. Lunetier. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'était directement ça faisait un bien fou. Et Dorian a fait son stage, et puis on l'a engagé juillet, août aussi. Et puis, 1er septembre, il rentre chez lui. 1er septembre après-midi, j'ai eu une tendinite dans le cou, dans le dos, tout était bloqué. Surcharge de travail. Je voyais l'atelier qui était rempli de commandes. Je vais jamais savoir faire tout ça. Au secours, revient. Ouais, au secours, revient. Entre-temps, ma femme aussi, elle avait démissionné de son côté. Elle est venue dans le bateau en route. Et au début, on se tapait dessus. Enfin, pas... Oui, ça doit pas être évident Pas de travailler avec sa femme. C'était... j'avais mes habitudes, c'est moi qui faisais tous les paiements, je faisais tout à la fois. Enfin, j'étais très désordonné. Oui, tout à la fois et mal. Oui, voilà, pas forcément bien. Trop de choses à la fois. Et je suis assez exigeant, donc j'aime bien que ce soit fait comme moi, je pense que c'est la meilleure façon. Mais voilà, ma femme a une autre vision, plus structurée, beaucoup plus continue. Et donc, ça, c'était deux façons de travailler qui ne matchaient pas. Oui, que ce soit télescopé. Ouais. Et donc, on se tapait dessus, on s'embrouillait tout le temps, parce que je faisais des choses qu'elle aurait dû faire ou que Et au final, on s'était dit, ok, on va s'arrêter. Toi, tu fais l'admin, qu'est-ce que tu fais encore? Tu fais les factures, tu fais les paiements. Et moi, je m'occupe des clients, je m'occupe de la lunette, je m'occupe du magasin. Et toi, tu t'occupes de la gestion. Et c'est comme ça que voilà, on a commencé à avoir chacun son domaine. Oui, c'est ça. Et bien répartir les rôles. Ouais. Et du coup, c'est un bonheur parce que ce qui est pas dans ton rôle, c'est pas toi qui décides. Non ça. plus. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais c'est pas pourtant qu'on ne discute jamais. Non, mais s'il y en a un qui doit trancher, c'est celui qui le fait. Oui, c'est sûr. Et au final, c'est un bonheur parce que jamais je dois contrôler. Je ne contrôle pas ma femme si elle a fait le paiement ou pas. Oui. Elle a eu on a eu d'autres enfants, on a eu d'autres grossesses, on a eu d'autres congés parentaux entre guillemets parce qu'elle en a pas vraiment eu. Par contre, la déclaration TVA a toujours été faite Oui. dans les temps. Même si nos deux garçons sont nés fin juin, la déclaration de TVA a été introduite à l'heure, à temps. Ça, c'est quand même chapeau. Ah oui. Parce que moi, je ne sais pas faire une déclaration de TVA. Oui. Ce n'est pas mon domaine. Oui. Et maintenant encore, 6 ans après, si je fais un paiement et que je lui ai pas dit ou que j'ai à chaque fois ces petites sources de... Ouais. On le sait à chaque fois, c'est mon domaine, c'est ton domaine.
Attention. Mais c'est bien d'avoir réussi à trouver la cause et comment se structurer. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien. C'est vrai qu'on est complémentaires, on est vraiment complémentaires. Et après, on a engagé d'autres stagiaires. Donc cette fois-ci, maintenant, depuis... Plus dans la production, du coup. Voilà, uniquement dans la lunetterie. Voilà. On a fait des stagiaires en communication aussi, c'est sympa, c'est mignon. C'est chouette, hein, des petits... mais ça, c'est plus pour aider Vinciane et faire des choses où on n'a pas le temps de faire, du papier à lettres. Je vois ici le papier à lettres sur la table, je dis, en fait, moi, j'aime bien, et Vinciane n'a jamais eu le temps de faire ça, et donc... Oui, par exemple, je suppose que quand il y a des clients qui viennent, qui veulent du sur-mesure, tu fais un petit croquis ou des petites choses, et donc c'est bien qu'ils repartent avec quelque chose. Oui, c'est vrai, oui, tout ça, la mise en... la charte graphique, tout ça, c'est chouette. Et donc, ça, c'est chouette d'avoir un stagiaire qui fait des belles choses. Oui, puis c'est un projet ponctuel. Oui, c'est ça. On n'en fait pas tout le temps non plus. Et donc, après, les stagiaires, à la base, le stage, c'est 3 mois. Mm-hmm. Et nous, 3 mois, on s'était dit, c'est pas... On avait trouvé comment engager quelqu'un sans... C'est des gens, en fait, qui veulent faire des formations chez nous. Et comment faire sans... Parce que c'est tripartite, un stage. Il y a l'école, il y a l'employeur et il y a l'élève. Et une fois qu'ils sortent de leur scolarité, il y a plus tripartite. Et donc, il faut essayer de trouver donc, on a trouvé immersion professionnelle. Et ça, c'est pas mal. Et donc là, mais ils doivent quand même encore être étudiants. Mais avec l'école, ils veulent bien prolonger leurs études. Et donc là, on fait des stages de 3 mois, c'est pas intéressant. Parce que là, on donne tout et on n'a rien en échange. Moi, en tant qu'employeur. Oui, il n'y a pas de temps où, en fait, ils utilisent les compétences acquises, quoi. Oui, c'est un peu dommage. Et donc là, on fait 1 an d'office. C'est 1 an de formation, de stage. Et une immersion professionnelle avec bourse Erasmus. C'est pour ça que je prends que des Français. Ah, comme ça, ils ont un petit bonus en plus, eux. Et donc, je prends des Français. Comme ça, ils retournent en France après. Ça ne fait pas de concurrence. Oui, je dis ça tout. Mais non, franchement, c'est une des raisons. Mais l'autre raison, c'est qu'il y a une école en France. Oui. De lunetterie, ça c'est clair. À Paris et à Bordeaux. Et donc là, c'est le 2, 3, 4, 5, c'est le 5e stagiaire d'1 an qu'on prend. Et là, c'est beaucoup plus riche pour eux. De vraiment pouvoir toucher toutes les matières, de suivre un client dans tout le processus, de faire des projets différents aussi, pas que de la lunetterie, mais fabriquer d'autres objets en fait, parce qu'on a des demandes pour d'autres objets des fois. Des voitures, des parfums. Non, des coupes papier, figure-toi. Des pins, en corne. Oui. Des objets en corne, quoi, généralement. Et donc là, c'est le couteau. Oui, ça j'ai pas encore fait. Ouais. J'ai déjà restauré un sabre d'officier de 1800. Je sais plus. Un sabre officier belge. le truc. C'était pas mal, c'était cool. Et alors, donc il y a un manche en corne, en fait. Mais donc, et donc là, ça c'est une chouette pour les stagiaires, c'est chouette. Comment ça se passe concrètement? Imaginons, j'ai pas de lunettes, hein, mais imaginons je rentre et je veux devenir client ou voilà. C'est toi qui fais l'accueil en général? Oui. Voilà. Les clients viennent pour Ludovic, généralement. Ok. Et c'est donc quand même important. Donc je viens voir Ludovic. Voilà. Puis Ludovic me. Voilà, je sais pas comment ça se passe. Alors généralement, comme un opticien classique, je suppose. J'explique les deux services. On a le côté opticien avec du prêt-à-porter, et alors on a de la grande mesure. Et alors là, on n'a pas de. Alors on a des exemples où on montre ce qu'on a fait pour tel client, tel objet. Donc on commence par les prises de mesure. Ensuite, après les prises de mesure, la personne rentre chez elle, et moi je commence à dessiner sur échelle. Donc j'ai pris une photo à échelle et. Mais elle dit quand même ses goûts, ses préférences. Oui, on a essayé 2-3 lunettes quand même, parce que les gens veulent quand même essayer des lunettes. C'est logique. Donc on regarde le style. En fait, j'ai différents types de clients. Il y a le client qui vient ici parce que il a besoin de lunettes sur mesure parce que sa morphologie l'impose. Très grande tête, très petite tête, un nez très haut, un nez très bas. Des oreilles en arrière. Par exemple, tout bête, hein, ou pas d'oreilles. Ça on en a déjà eu. Ou bien le client qui a juste envie de se faire plaisir et qui veut avoir une belle lunette sur mesure. Des personnes qui ont
une très forte dioptrie. On doit dissimuler jouer avec l'épaisseur et ça arrive quand même. Ou bien le client qui a une idée en tête, voilà, moi je veux la lunette comme ça. Je la retrouve pas sur le marché et je la veux comme ça. Donc ça c'est très chouette aussi. Donc on a vraiment différents types de clients. Il faut analyser. Et ça, je le ressens très facilement. Oui, je viens ici parce que toutes mes lunettes sont trop grandes ou trop petites. Enfin, oui. Le client le dit généralement. Oui. C'est très clair. Et là, en fonction de ça, on essaye ou pas des lunettes. Et donc, parce qu'il y a des gens qui veulent une création, et donc on essaye rien. Oui. Et on fait une création. Ça, c'est sympa. C'est toujours très sympa. Et donc, je dessine à échelle, je fais des croquis, et ensuite on le scanne, je le dessine à l'ordinateur, sur SketchUp. On a un laser en bas à l'atelier, et on le découpe dans des rhodoïdes, dans des cartons en fait. Ah oui. Et alors on a des maquettes à échelle. Vient le deuxième rendez-vous au salon, au premier étage. On a un salon d'essayage où on reçoit nos clients. C'est aussi mon bureau, mais c'est aussi là où on reçoit le client qui s'offre des lunettes sur mesure. Velouté, très agréable, où il y a toutes les matières, on a tous des présentoirs, on a plein de façons de présenter les détails dont je vais parler. Parce qu'il faut présenter, il faut avoir visuellement, il faut que ce soit clair pour le client, parce que sinon c'est difficile de présenter, de s'imaginer pour beaucoup de clients. Moi, on se l'imagine très bien. Il y a certaines professions qui se l'imaginent très bien. Donc un architecte, faut pas lui expliquer, il sait très bien se projeter dans un quelque chose de tridimensionnel. Oui. Et avec des un avocat par exemple, un avocat où tout est noir et blanc, il y a pas d'entre-deux, c'est le oui ou non. Oui. Là c'est un peu plus compliqué. Et puis du coup, je m'engage à quoi? Et puis oui. Mais donc voilà, donc on a l'habitude et donc on a développé plein de premières. Voilà, ça c'est le premier étage. On décide la forme, on décide la matière. Donc la matière, ça peut être de l'acétate de cellulose. Donc ça, c'est un plastique à base de coton, un polymère à base de coton. La corne de buffle, la corne issue de l'agriculture. Donc on est sur des élevages d'Inde, du Vietnam, du Madagascar, d'Ouganda. Tout ça pour avoir des bovins différents, des cornes différentes. On a même du bélier, si vous voulez. On a des trophées de chasse. Les gens viennent avec des trophées de chasse. Oui, une lunette dans mon cerf. Généralement, bon, j'explique quel type. Je fais pas tout, mais ouais. Ça sert à rien de venir avec un chamois. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, on fait des lunettes en métal, on fait des lunettes en or massif, on fait des lunettes en bois, on fait des lunettes en écailles de tortue. Voilà. Pour l'écaille de tortue et l'or massif, je travaille avec un sous-traitant, ou je travaille avec un confrère qui, lui, est spécialisé dans l'or ou dans l'écaille, en fait. Ouais. Ouais. Et quelle a été la demande la plus loufoque que tu as eue? Est-ce que c'est une lunette sans charnière? Parce que monsieur voulait pas de charnière. Donc un angle droit. Ouais. De toute façon, je l'applique pas. Pas faux. C'est où? Qu'est-ce qu'elle est la plus loufoque? On a fait des lunettes... Je sais pas répondre, tu vois. J'ai vu que tu avais fait des lunettes pour le Mannequin Piece. Pour Mannequin Piece, c'est quand même pas mal, ça. C'est ses premières lunettes, en plus. Il en a jamais eu avant. Cool. Ouais. Est-ce que commence à vieillir? Ouais, presbyte. Non, c'est... tout le monde a des demandes très particulières. Donc, il y a des gens qui ont des... Voilà, je la porte tout le temps comme ça, sur le bout de mon nez, donc je la veux. Donc, on va faire en sorte que la lunette se pose tout le temps là, bien, comme ça. Oui. On a fait des pince-nez, donc c'est très dandy, c'est très chic. Ah oui, ça tient sans branche. Sans branche. Donc, c'est avec un cordon, avec un bouton en corne, évidemment, qu'on se met dans la boutonnière du revers du blazer ou du costume. Et alors, la lunette a une corde de 30 cm, et alors, elle se met dans la pochette, à côté de la pochette. Oui. Et donc là, c'est uniquement pour la lecture, on la sort, et on la pince sur le nez, et ça tient. C'est d'un dandy. Je trouve ça génial. Et donc, j'ai 2 clients qui portent ça, je trouve ça c'est génial. C'est vrai que c'est sympa, c'est un bel accessoire. C'est beau, ouais. En fait, c'est un peu comme, pour un homme notamment, c'est un peu comme s'offrir un bijou. Oui, il y en a beaucoup qui font la ressemblance.
La liaison entre les deux. Oui. Alors, je reviens juste sur le processus. Oui, pardon. Et donc, le client choisit la matière. Ensuite, la plus loufoque. Un gars est venu avec une dent d'hippopotame et il m'a dit, je veux des lunettes dans cette dent. Je dis oui. Bon, d'accord. Allez. C'était l'horreur. C'était l'horreur, ça puait, c'était de la dent, quoi. C'était impossible à travailler. C'était lourd en plus. Enfin, c'est très lourd. Mais cette dent d'hippopotame faisait 40 cm de l'heure. Il y avait assez de matière pour... Ça pèse un âne mort. C'est impressionnant, quoi. Ouais. C'était quand même pas mal loufoque. Et une fois faite, elle sentait plus. Non. Ça, c'est vraiment dans la fabrication. Ouais. Mais bon. Alors, le client choisit la matière, je lui dessine des branches, on choisit des détails, des rivets, des incrustations. Parce qu'on peut tout choisir, en fait, les petites vis, si on veut avec cruciforme. Argenté, en laiton, en or, doré ou en or. Qu'est-ce que vous voulez? En Goldfield. Ni au sang. Et donc ça, on fait de la nacre, on incruste du galoucha, du cuir de raie, du cuir de lézard, on a des cuirs japonais, on a des cuirs... C'est pour où le cuir? Pour faire des détails. Oui, des incrustations, généralement. On a de la nacre, on a de la ballonne, on a des bois, des bois différents, des essences à volonté, tout ça. Tout est possible. Moi, je dis oui à tout, et puis on verra. On se tire généralement une balle dans le pied, mais c'est à ce moment-là où on sort de notre zone de confort, où on apprend le plus. C'est vraiment, c'est ça qui est intéressant pour nous en tant que créatifs, artisans, c'est quand les clients nous demandent quelque chose de très particulier. On se dit, allez, ça va être embêtant, on va peut-être pas gagner notre vie là-dessus. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même réussir à faire son devis réaliste. Oui, alors moi je suis pas très bon en devis. Du coup, je fais un forfait. Ok. C'est la lunette, ça dépend de la matière. Ok. Basta. Et il y a quelques options. On a décidé d'introduire des options. Mais ça, c'est sur 6 ans d'expérience. C'est vrai qu'au début, c'était pas les mêmes prix, c'était pas les mêmes budgets. On n'était pas dans les mêmes options. Je faisais pas d'options, je faisais des cadeaux à volonté. Là, maintenant, voilà, on a quand même... Oui, ça reste une entreprise, donc il faut être rentable, il faut que tu puisses vivre, surtout que vous êtes 2 sur le business. Oui. Donc, on est 2. Et alors, on a 2 employés maintenant. Et on a un stagiaire, donc on a quand même 5. Et donc, pour revenir juste au processus, et puis après je finis, tout est décidé, on a choisi la matière, les branches, et alors à ce moment-là aussi, on fixe le prix. Et puis alors on part en production. Contrairement à avant où je disais à tout le monde, c'est dans 1 mois, maintenant j'ai un agenda. On a un agenda de production. On dit voilà, hop, on essaye d'en produire 2 par semaine. Généralement, on en produit plus et on est toujours en avance. Et donc, je dis voilà, dans la semaine, là maintenant, si vous commandez maintenant, il faut compter 2 mois. Ça dépend vraiment du flux au final. Oui, c'est ça. Et oui, donc, si t'en as eu 2 aujourd'hui, c'est 1 semaine plus tard. Voilà. Et donc, et alors là, les gens savent que dans la semaine 2, on va les contacter pour un essayage. L'essayage, c'est à l'atelier, du coup. Les gens descendent à l'atelier. C'est une expérience client. On est dans l'expérience client. La lunette, elle est emballée à un point où les gens, on emmène à chaque fois, à chaque rendez-vous, c'est un étage différent et ils adorent. Là, c'est pas velouté. On est dans un atelier. C'est moche. On a des néons. C'est pas moche parce qu'on aime bien travailler dans notre atelier, mais c'est à nous, en fait. Oui, t'as ton tablier en cuir et... Voilà. Et là, où les artisans écoutent de la musique comme ils veulent, c'est vraiment leur espace, parce qu'eux travaillent là, c'est leur espace de travail, donc il faut travailler comme ils veulent. C'est ça qui est très chouette. Et là, les gens apprécient, parce qu'on travaille vraiment, c'est pas commandé et envoyé au Maroc, et c'est revenu, puis non, c'est vraiment fait sur place. Et là, les gens hallucinent un peu, disent, en fait, tout ce travail, et on pose des questions, et on prend des photos, ils Instagram, et puis c'est vraiment le moment où les gens apprécient beaucoup, et où c'est beaucoup plus décontracté, c'est moins... Et puis à ce moment-là, on commande des verres, on fait un examen de vue, ici il faut, on commande les verres, et livraison la semaine d'après. Donc généralement, on est sur un processus qui dure 3 mois, grosso modo. Mais voilà, il y a des fois où ça prend plus. Il y a des matières que tu préfères travailler? Oui, oui, clairement. Pour moi, c'est la corne et le bois. Le bois, je pense qu'on n'a pas encore, on n'est pas à tout son potentiel. J'aime bien le bois. Je pense qu'on pourrait faire de la marqueterie maintenant et faire des petits collages de couleurs de bois et faire évoluer les lunettes en bois. Et la corne, c'est juste
c'est incroyable. Donc la corne, c'est de la kératine, c'est comme nos ongles et nos cheveux, c'est une matière, c'est analergique, c'est léger, c'est translucide et ça prend la chaleur du corps aussi. Donc elle va se mouler après quelques mois, elle va se mouler autour des oreilles et donc c'est très agréable. Moi j'aime bien la corne. En fait c'est vraiment le reflet, la brillance et la durabilité de l'objet aussi, parce qu'on va pouvoir vraiment le porter longtemps, vu qu'elle ne s'abîme pas ni le bois ni la corne à moelle. Oui, ça se patine. Oui. Et donc tu disais que tu faisais du sur-mesure, mais j'ai l'impression que tu fais aussi t'as une propre collection. Voilà. Et ça, c'est des modèles que t'as fixé ton propre prix. En gros, c'est toi la marque. Oui, tout à fait. Donc là, la collection, ça a toujours été un projet. J'ai toujours voulu avoir ma collection, mais vu l'engouement dès le départ, on n'a jamais eu le temps de fabriquer pour le plaisir et pour mettre dans le magasin. Oui, un modèle, quoi. Il y avait toujours on a toujours fabriqué pour un client qui avait déjà payé au final. Ouais. Et pour nous, c'était une autre façon de travailler. Donc, Covid, zut, on travaille sur tous les projets des clients. Il y en avait 15 au total. On arrive mi-avril, je téléphone aux 15 clients. Je dis, voilà la situation. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième acompte, s'il vous plaît? Il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui ont dit, et il y en a qui ont tout payé. Donc moi, mon mois d'avril était correct. J'ai payé mes charges, j'ai payé mes employés. Oui. En fait, c'est cool. Sans vendre les lunettes des gens qui rentrent. Sans voir un client. Juste sur les clients qui m'ont déjà fait confiance et ils ont pu... Ça, c'était génial. Sympa. Et puis alors, j'étais là, bon, ben les gars, qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sait faire de la lunette. Bon, ben alors on va faire de la lunette, on va faire cette fameuse collection. Si on va la concrétiser quand même. Et donc là, on a continué à développer. On avait déjà commencé des dessins, et donc on a continué à développer. Et puis là, les tailles, la taille moyenne d'un nez. En fait, on a des clients. Hop, on a pris tous nos dossiers de clients, on a fait une moyenne de tous les nez, on a fait une moyenne de toutes les tailles. Et en fait, tout était dans le magasin. On n'a pas dû chercher. Oui, vous aviez déjà l'expérience. On a l'expérience. Oui. Mais il fallait l'analyser différemment. C'était, en fait, tous les dossiers, on a tous ces dossiers de clients, tous ces nez, tous ces tailles. On n'a jamais réouvert ces dossiers. C'était l'occasion c'était très chouette de revoir tous ces noms des dessins qu'on avait fait à l'époque et tout. Mais de voir toutes les tailles et dire, voilà, en fait, on avait tout ce qu'il faut dans notre atelier. Et c'est comme ça qu'on a fait, la taille moyenne, la grande taille et la petite taille. On a fait 3 tailles. Parce que ça, c'était un problème dans la lunetterie, c'est qu'il y a plus de taille, il y a one size fits all, on dit en anglais. Et donc, moi, je veux pas. Voilà. Moi, je veux avoir 3 tailles. Et donc, on fait 3 tailles. Et donc, on fait des lunettes. Et on a une collection de 8 modèles maintenant, qu'on a développé en corne et en acétate. Et donc, on a une autre clientèle maintenant, qui normalement aurait acheté du prêt-à-porter d'une autre marque. Mais maintenant, ils disent, en fait, ça me plaît d'acheter une lunette de chez Ludovic, fabriquée en Belgique, mais peut-être pas du sur-mesure. La prochaine sera du sur-mesure. Oui. Pas celle-ci, mais voilà. Et donc, on a une clientèle. Je sais que c'est qualitatif, que ça va être bien et que... On a une clientèle plus jeune. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette. Et donc, ça comble quelque chose et on a aussi pour le touriste, qui vient, qui n'a pas le temps de faire tout le processus de sur-mesure. Oui. Et donc, il fait juste Et donc, ça répond vraiment à un autre besoin. Et ça fait plaisir. Et avec cette boîte qui grandit, les clients qui arrivent et autres, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu finis pas par faire un peu plus trop ton job? Moi, oui. Personnellement, oui. Complètement. C'est ça. Hein. J'ai fait une croix sur l'atelier. Là. J'ai pas encore tout à fait. Comment on dit lâcher l'affaire. Ouais, intégrer le fait que moi l'atelier c'est fini. Hein. Ouais. Non, moi, Dorian que j'ai engagé il y a 6 ans a bien dépassé le maître. Oui. Mais c'est qui disait je pense que c'est De Vinci qui disait médiocre et l'élève qui ne dépasse pas son maître. C'est vrai. Et donc voilà, il n'est pas médiocre du tout, notre Dorian. Hein. C'est une bête. Et c'est lui qui fait les projets les plus dingues et on s'entend super bien et on se comprend tout à fait. Et c'est comme ça qu'on fait des projets de sublimes. Et on a cette année, je trouve qu'on a fait des chouettes projets de lunettes. On a eu des chouettes demandes et avec Dorian, on s'était dit qu'est-ce qu'on fait?
je dis voilà, on a envoyé un mail à tous nos clients en disant voilà, soutenez-nous, mettez-nous 5 étoiles sur Google. Ça a marché. Juste, il fallait mettre le lien, il faut que ce soit le plus simple possible. Je clique. Et donc voilà, un mail, 50 personnes qui mettent 5 étoiles. Paf, mon Google référencement a explosé en un jour. Et alors, j'ai eu un client qui me dit, ouais, mais bon, Ludovic, moi, j'ai Google, j'ai réfléchi à comment vous soutenir. Je vais vous commander une lunette sur mesure. Je veux une pièce unique. Je veux une œuvre d'art. Je veux quelque chose. Waouh, je veux une œuvre de lunetier Ludovic. Bon, et je vous prépare des dessins. Une carte blanche, Ludovic. Je viens la rechercher. Je ne passe pas par toutes les étapes d'essayage. Vous avez mes mesures? Oui. Alors, sympa. Vous choisissez tout. Et donc, j'ai carte blanche. Et je dessine, on développe. Et alors, avec Dorian, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On a envie de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc, on a sculpté une lunette. C'était vraiment chouette à faire. Et le client l'a ouvert, l'a regardé dans tous les sens. Et était admiratif. Et j'ai annoncé le prix. Il a dit, ça va. Genre, zut, et ouf, oui. Zut. Mais c'était génial. Ça, c'était le genre de projet carte blanche qu'on a eu cette année. Et l'autre, c'est et du coup aussi le résultat de ce qu'on a produit est vraiment chouette aussi. Et l'autre, c'est Bentley, les voitures. Oui. Téléphone. Bonjour. Oui, je vois un peu quand même. Dis quelque chose. Voilà, on lance un nouveau modèle. On aimerait bien avoir la présence d'un artisan, de quelques artisans sur place pour mettre en valeur le lien de l'artisanat et l'artisanat de Bentley et l'artisanat belge et l'artisanat anglais. Et donc voilà, on a été invité. Il faudra exposer. Je dis, monsieur, j'ai rien à exposer. Moi, je les vends. J'ai ma collection, mais ça ne reflète pas l'œuvre sur mesure qu'on peut réaliser. Ça reflète la collection, c'est une autre façon de travailler. On a décidé de faire les mêmes branches partout. Il faut que ce soit beaucoup plus rentable. Oui. L'œuvre sur mesure. Voilà. Là, on a une obligation d'être rentable. Il y a un prix qui est important sur la collection, sur le sur-mesure. Moi, je compte pas les heures parce que ça fait plaisir. Il faut que ce soit bien. Et donc, j'ai dit, mais ça reflète pas. J'ai des modèles, mais ça reflète pas vraiment mon savoir-faire. Il faut que je fasse une œuvre pourtant 2 semaines en plus. Et donc voilà, on a fait une chouette œuvre avec Dorian. On s'est dit, on n'a jamais fait ça. Il faut intégrer de la feuille d'or. On a intégré du laiton. On a fait de la corne. On a fait du volume dans tous les sens. Et donc ça, c'était pour le projet Bentley. On a fait vraiment une chouette lunette. Ça, c'était vraiment un peu comme on parlait de meilleurs ouvriers de France tout à l'heure, mais ils doivent présenter une œuvre. Oui. Pour pouvoir être diplômé. Enfin, je sais pas si. Oui, c'est une médaille même. Ouais, médaille, oui. Ouais, c'est une œuvre, mais qui est pas totalement libre. Là, ils ont quand même des contraintes de dessin, mais nous, c'est vrai que là, on était tout à fait libre et c'était très chouette à faire. Et tu veux pas candidater pour le meilleur ouvrier de France? Je sais pas. Mais non plus. Je vois pas l'utilité. Il y a le meilleur ouvrier de Belgique. Ah oui. J'ai vu ça dans une chocolaterie. Avec la photo du chocolatier, meilleur ouvrier de Belgique. Ah bon, ça existe, la petite vendeuse? Oui, monsieur, il est meilleur ouvrier de Belgique. Ah bon? Je vais voir sur l'SPF Économie. Ah, le concours existe. Il y a eu une édition. Ah. Il y a eu un participant, il y a eu un gagnant. Ah oui, c'est facile. Pierre Marcolini. Ah oui. C'est génial. Après, je trouve ça génial d'avoir fait. Il avait raison. Mais du coup, vu qu'il n'y en a qu'une édition, il n'y a pas de valeur. Oui. Mais il faudrait, c'est sûr. Il faudrait mettre en avant l'artisanat belge. Et c'est comme ça, c'est pour ça, du coup. Oui. Tu apprécies. J'enchaîne sur Gabriel. Oui. Donc, à côté de ça, je suis aussi fondateur et président de l'association Gabriel, le groupement d'ateliers belges, Gab. Du coup, on s'était dit, tiens, on va l'appeler Gabriel, parce que Gabriel est un archange. Gabriel est multilangue, multisexe, c'est très 2021 au final. Oui, et puis ça se dit, oui, c'est ça, archange, c'est des deux sexes, et puis ça se dit bien en plus. Oui, hein. Et puis en flamand aussi, Gabriel. Oui. Voilà. Et donc, on a décidé d'essayer de regrouper des artisans qui travaillent comme moi. Je dis on, c'est avec les ateliers Niona. C'est Jonathan Wim et Nina Bodenhorst
qui ont un atelier rue de Laken, derrière de Brocaire. Eux, ils font de la maroquinerie, de la haute maroquinerie. Ils font aussi des ceintures, mais c'est pas leur truc. Ils font vraiment des grands sacs, des grandes œuvres. Et donc, on se connaît, on s'est côtoyés. Jonathan était un peu brut quand même. Quand il est venu dans mon atelier, il a dit, quand j'ai ouvert, il est venu, il dit, t'es vraiment artisan? Je dis, oh, oui, bonjour. Enfin, je peux voir ton atelier? Je dis, oui, enfin, allez, oui. Enfin, espèce de brut. Et puis, il a vu, et puis une fille s'est relaxée. C'est bon. Devenu un copain. T'es vraiment artisan. Non, j'en ai marre des histoires sur Internet avec des photos. Non, je voulais voir si on pouvait parler ou pas. Sinon, je serais parti. Avec un petit mouton et avec... Ouais, c'est ça, avec des photos de mains qui travaillent sur une vieille table. Non, nous, c'est vraiment un atelier. Et donc, c'est comme ça, lui travaille avec sa femme aussi. Ils ont aussi des enfants en bas âge. Et donc, il y avait plein de choses en commun. Et donc nous on se voyait déjà régulièrement, on partageait déjà régulièrement, mais comme ce qu'on fait ici, des bonnes pratiques. Oui. Mais enfin quelqu'un qui nous comprend, enfin quelqu'un qui comprend le luxe, enfin quelqu'un qui comprend le sur-mesure, les exigences des clients. Enfin on peut partager concrètement. Quelqu'un qui est vraiment le côté artistique et le côté commercial et le côté atelier, la gestion du stock, la gestion des matières, la gestion des produits rares et nobles, les CITES, machin. Et donc et donc là on a monté ça en 2016, on a commencé, je crois, en 2017 on a commencé à se voir à 4, donc à 2, les deux couples. 2 et 2. Et donc et c'est quoi l'objectif? Eh ben, l'objectif, c'était de mettre en valeur l'artisanat belge d'excellence. Et c'est de se rencontrer. Pour l'instant, on se rencontre entre nous. On parle, on discute des bonnes pratiques, quoi. C'est bête, mais sur les droits d'image, il y a quelqu'un qui a travaillé avec un architecte. Enfin, l'objet, il est à qui, du coup? C'est bête, quoi. C'est l'architecte qui l'a dessiné, du coup, c'est à lui. Et du coup, quoi. Mais oui, donc. Oui, et pourquoi pas vous? Oui, voilà, il y a eu un problème avec une de nos membres qui a travaillé avec un architecte, et enfin, voilà. L'objet, il est à qui? Zut, quoi. C'est moi qui l'ai dessiné. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Merde, pourquoi je peux pas signer, moi? Pourquoi je suis la petite main d'Hermès derrière? C'est comme Hermès qui sous-traite la fabrication, et donc elle est révoltée, donc c'est comme un immeuble, hein. L'architecte, c'est lui qui garde le droit de propriété intellectuelle sur l'immeuble. Ouais, c'est vrai, ça. C'est pas lui qui l'a construit. Non, hein. Non. Si on veut rajouter une fenêtre, faut lui demander. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais donc voilà, ça c'est des échanges comme ça sur ce sujet-là, sur des sujets différents. On a parlé d'Instagram, on a parlé avec un comptable aussi, de qu'est-ce qu'on fait du stock, enfin il y a comme ça des bêtes questions, mais. Et quelles sont les bonnes pratiques si on veut être artisan? Pour moi il faut pas être. En fait, l'année passée, on a gagné un coaching avec trois experts qui s'appelait le Triax, quelqu'un de Solvay, quelqu'un qui est plus dans le sales et quelqu'un dans la communication. Et cette femme de Solvay qui dit, ok, première question, elle est venue, c'est quoi ta marge? Je sais pas. Ouais, bien. Regarde sur mon bilan. Ouais. Et donc elle a dit, Ludo, t'as des charges, t'es au sablon, t'as des employés. Commence par là. On va commencer par la marge. Et on va calculer. Comment ça se calcule? Il va falloir chronométrer ce que tu fabriques. Et donc on a commencé à me chronométrer. Et donc après un mois et demi, je pense, elle est revenue puis elle a dit bon, on va augmenter les prix. Oui. Parce que sur cette, tu gagnes pas d'argent. Rien. Sur ça, il y avait des choses où on perdait, il y avait des choses, c'était pas du tout rentable. Non, mais tu le savais pas. Je savais le pire. Par passion. Et l'argent rentrait, l'argent sortait. Enfin, jamais j'ai payé un loyer en retard, donc ça roule. C'est vrai que Non, mais ça peut rouler mieux pour faire d'autres projets. Voilà, tout à fait. Donc après, c'est vrai que mon épouse et moi, on n'a pas un salaire de quelqu'un de 35 ans. On a un salaire pour nous deux, donc c'est peut-être déjà là, on peut déjà commencer par ça. Oui. On travaille quand même pour quelque chose. C'est sympa, mais c'est mignon, mais oui, voilà. Il faut que les enfants mangent aussi. Hein. Et la même chose pour les employés, il faut que, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé, simplement par
La marge. La marge, bêtement. Donc ça, j'ai apporté ça aussi dans notre groupe Gabriel en disant voilà quelle est notre marge, quelle est votre marge, et ainsi. Je suppose qu'elle est stock aussi, parce que ça pèse sur ta trésorerie. Oui. Et quand t'es artisan, en général, t'as des matériaux nobles qui coûtent. Oui. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai pas de soucis là-dedans, mais c'est vrai qu'il y en a qui se brûlent. Parce qu'on aimerait bien de proposer un maximum de matière à tous les clients. Et pouvoir répondre tout de suite. Ouais. Mais après, c'est vrai que il y a 2-3 stocks que je fais attention, oui, c'est sûr. Parce que là, je peux pas stocker de l'or, c'est typique. Non. Donc voilà, on fait attention. Et donc vous regroupez, vous échangez. Ouais. Et en fait, on a fait une exposition en 2019 pour sortir un peu de l'ombre. Et donc on est à 9-10 membres. Vous recrutez autour de vous, vous essayez de faire savoir ce savoir-faire. On aimerait bien, mais chacun a son taf à côté, donc ça ne décolle pas comme on aimerait bien que ça décolle, parce qu'on n'a pas le temps. Et si vous auto donnez une petite cotisation pour avoir de quoi payer quelqu'un pour le faire. Oui, c'est ça aussi. Mais ça, c'est pas encore c'est pas dans l'objectif des autres membres non plus. Pour l'instant, on recouvre juste les frais, juste. Oui, voilà. Mais voilà, il y a des. Mais ça, c'était voilà. Ou tu parlais de meilleur ouvrier de Belgique aussi, ça pourrait être un des buts. Oui, mais il y a la Fondation Rambaudouin qui, voilà, peut-être il y a des plateformes pour les artisans. Il y a la Fondation Boel, de Gustave Boel, en fait, qui met en avant le savoir-faire et l'artisanat, et eux soutiennent les artisans, et soutiennent Gabriel aussi, et on aimerait bien de faire quelque chose avec eux, parce qu'eux, ils ont la structure pour gérer, donc on aimerait bien peut-être dans le futur travailler mieux ensemble, et recruter, oui, c'est sûr qu'on aimerait bien recruter encore 2-3 membres en plus, mais dans l'artisanat, on fait pas dans la quantité, on fait dans la qualité, donc c'est pas l'objectif d'atteindre les 1000 membres avant 2025. C'est pas, mais là, voilà, pour l'instant, on est bien, on s'entend très bien. C'est sûr qu'on voit moins les membres de Gand parce qu'on a des membres à Gand, on a des membres un peu en dehors de Bruxelles, et donc ça, on les voit moins fréquemment, mais on Skype. On fait des vidéoconférences, ça marche. Et notre marraine, c'est Pascal Mussard, qui est l'arrière-petite-fille de Émile Hermès. Ah oui. De chez Hermès. Donc il y a un lien. Qui habite ici, en Belgique, en fait. Elle a fondé le Petit H. À l'époque, c'était avec les chutes du beau cuir Hermès. On va refaire des autres objets avec les chutes de cuir. Oui, ça reste du bon cuir. Ouais, ça reste du bon. Et donc, oui, Pascal Mussard, elle est notre marraine de cœur, et elle nous conseille, elle nous oriente. Elle est née dans l'artisanat d'excellence, et elle nous envoie des membres. Et nous, on essaye quand on analyse un nouveau membre, on regarde avec elle comment faire. C'est très chouette. Très belle personne. Et donc l'objectif pour l'instant, c'est plus entre guillemets de s'entraider plus que de diffuser. Oui. On a juste fait une expo en 2019, et c'était l'idée de sortir un peu de l'ombre, mais c'était pas. Les gens pouvaient nous rencontrer, découvrir. S'il y en a d'autres, on a parlé un peu d'artisanat. Alors pour l'artisanat, je suppose qu'il faut aussi de bonnes compétences dans le domaine, parce que on a parlé de marge, mais il faut aussi être compétent dans le domaine. Oui. Et on a parlé aussi il y a 2 aspects dans ta profession, il y a artisan et commerce. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aussi pour un commerce? Alors, moi, il y a un truc que j'aurais dû négocier dans le bail, c'est le pas de porte. Ça, ok. Tu peux en dire plus? Je l'ai payé, et quelqu'un m'a dit, t'as payé autant après négociation? Négociation, quoi? Négo, quoi? Négo, quoi. Non, le pas de porte, c'est tellement du vent. C'est tellement pas du tout, Enfin, oui, en fait, le loyer, tu le payes parce que c'est là. Oui. T'as besoin de payer en plus un pas de porte. À l'ancien locataire. Oui. À l'ancien locataire, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Donc lui, voilà, il avait estimé que, je comprends, après, il avait estimé qu'il avait fait des travaux, qu'il avait embelli le commerce, et que grâce à ces travaux qui lui ont les gens avaient pris l'habitude de venir là. Peut-être aussi, oui. Mais après, c'était pas un magasin de grand renom avant, je pense, mais je le connaissais pas en tout cas, mais oui.
Ça, c'est quand même quelque chose de très relatif qu'on peut facilement, avec un peu de savoir-faire, diminuer un peu, négocier un peu, quoi. Ça, c'est quand même le premier truc à faire. Et alors le bail commercial, il est quand même fourbe. Hein. Je trouve qu'on paye quand même pas mal en tant que locataire. C'est quand même. On a essayé de négocier 2-3 choses, mais je me rappelle plus. Il y a 6 ans de ça, mais ouais, quand même. Je trouve que même si je pense que si je tombe en faillite, je perds quand même ma garantie locative, quoi. Oui, c'est ça. Et ma garantie locative, je la vois sur mon compte tout le temps. Ça me ferait plaisir de la retoucher un jour, quand même. Oui. Enfin, ouais, et même, ouais. Enfin, ouais, c'est des. Après, c'est aussi tout ce qui est. Voilà, j'ai mis de l'air conditionné. Il n'y a pas de l'air conditionné dans mon commerce. J'ai mis à ma charge l'air conditionné, quoi. Je trouve que c'est quand même des choses qui pourraient participer. Ouais. Après, il y a full subside. Il paraît qu'il y a que 30% des sociétés à Bruxelles qui font appel à des subsides. Ok, donc regardez aussi les subsides. Ouais. Et nous, on a fait appel à quand on a emménagé, c'était aide à l'investissement. C'était toute facture à partir de 500 €. Ils remboursaient genre 10%, je crois. Je sais plus. Mais c'était énorme, quoi. Donc, à chaque fois, donc j'allais au bricot, je faisais en sorte d'avoir une facture au minimum de 500 €, quoi. On y est vite, hein. Oui. Tout ce qui est achat de marchandises, non pas de marchandises, mais tout ce qui est achat matériel, pour embellir le magasin, ouais, tout ça. Et alors, il y a aussi, subside à la sécurité. Donc là, on a mis un gros volet devant le commerce, comme ça, au moins je dors bien la nuit. Et ça me fait plaisir. Mais là aussi, j'ai dû investir, mais ça aussi, il y a des subsides, en fait, pour ça. Et ça, c'est cool. Nous, on avait fait appel à une chasseuse de primes. Ça a marché, mais pas tout. Elles nous ont quand même, elles ont introduit un dossier trop tard. Du coup, on a loupé les conditions. Les subsides. Du coup, on était là, mais vraiment, vous aviez un job. C'est pénible. Et je suppose la localisation. Oui. Parce que c'est par là que tu as commencé quand tu racontais ton histoire. Ouais, chercher le lieu. C'est hyper important. Et là, mais à la fois, il y a eu j'ai eu mon conseiller. À l'époque, il y a encore toujours mon conseiller, mais un peu moins, mais il m'avait dit, Ludovic, Hof van Cleef, le plus grand restaurant de Belgique, il est pas sur la place du village, hein. Les gens se déplacent pour aller le voir. Oui, mais il a une notoriété, donc moi j'avais pas encore la notoriété. Oui. Après, heureusement que je suis au Sablon, parce que les gens, j'ai eu des énormes clients qui se baladaient là-bas. Oui, le dimanche, et à l'époque j'ouvrais le dimanche, et donc c'est grâce à ça que ce client est rentré, et encore toujours mon client, mon meilleur client, je l'ai rencontré par hasard, parce que j'étais au Sablon, parce qu'il avait l'habitude d'aller au Vieux-Saint-Martin, mais si j'étais à Scarbeck, je pense pas que ce monsieur serait venu jusqu'à moi. Oui, c'est ça. Donc il y a quand même la localisation, c'est quand même important, et le Sablon reflète la qualité. Du coup, très peu de personnes ont mis en question le prix, la qualité, le savoir-faire, tout ça découle du Sablon. Le Sablon reflète qualité, savoir-faire et prix, du coup. Et donc ça, et puis là, on a quand même pas mal de touristes. Et le touriste, c'est quand même, en bonne saison, c'est quand même 20-30%. Parce que mois d'août, Bruxelles est vide. Mes clients, ils sont tous à Knock, j'ai l'impression. Et heureusement qu'il y a le touriste quand même, parce que sans le touriste, le mois d'août serait un peu plus compliqué, je crois. Et quels sont je change un peu, mais quels sont tes projets d'évolution? Parce que tu as parlé tout à l'heure d'impression 3D, l'évolution, par exemple, l'évolution le smartphone du futur, c'est probablement des lunettes. En réalité augmentée. Est-ce que aussi pour que les gens, tu fais en carton, mais des maquettes, mais est-ce qu'on pourrait pas le voir en réalité augmentée? On a regardé, on a essayé de développer cette vente en ligne pendant le Covid. On a essayé de voir différentes plateformes qui analysent, prennent des photos. C'est des budgets monstres. C'était. C'est pas dans le domaine de l'artisanat, quoi.
Ouais, C'est plus l'industrie. c'est ça, ouais, je crois que je pense que c'était un programme qui coûtait 20 000 balles juste pour l'installer, puis Après, alors une par licence. modèle il fallait faire, ouais, et puis après c'est des licences annuelles ou mensuelles, et puis après par modèle qu'on voulait introduire, il fallait augmenter, il fallait payer des filles, quoi. Donc on a été vite découragés. Mais voilà, on a quand même évolué entre la façon de fabriquer. On a investi dans une commande numérique depuis 3 ans. Donc, la commande numérique, il y a le dessin sur l'ordinateur, et puis alors il est développé. Alors c'est une machine qui va chercher une fraise et qui va découper selon le modèle qui a été dessiné sur l'ordinateur. Et donc là, on a un modèle lunette brute, on a juste la forme de la lunette. Après, il y a tout le côté manuel où on crée du volume 3-dimensionnel, mais au moins on a une belle constance. Et ensuite, notre projet pour le futur, ce serait d'exporter notre collection. Donc là, on a déjà plusieurs pistes. On va à Dubaï en janvier avec Bruxelles. On a un pop-up shop avec Bruxelles, avec la maison Vervloed, avec Karine Gilson. Donc là, on va ouvrir un petit pop-up dans le Design District à Dubaï. Donc si vous avez des contacts dans la lunetterie là-bas, je prends. C'est vraiment pour la collection. Après, pour le sur-mesure, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus organiser des trunk shows à l'étranger. Ça se fait dans le monde bespoke. Donc bespoke, c'est sur-mesure en anglais. Et alors il y a le made to measure, il y a bespoke. Et donc nous on est vraiment dans le bespoke. Et là ça se fait, donc c'est des gens qui travaillent, qui font des trunk shows. Donc ils viennent avec leur mallette d'échantillons, leur outil de mesure. Ils vont dans un autre pays, ils prennent les mesures et ils reviennent avec la commande, produisent dans leur atelier, et puis ils retournent. Et donc c'est une histoire d'aller-retour, mais c'est tout à fait réaliste. Et il y a plein de gens qui le font dans la chaussure, surtout ça se fait dans les costumes aussi. Donc ça, ce serait la prochaine étape. Après, on va à Savile Row au printemps avec un blogueur qui s'appelle Simon Crumpton. On parle de 150K followers. C'est une entité dans le sur-mesure pour hommes. Donc lui, on s'entend bien avec lui. Et donc le projet de notre collection, qui est aussi à la fois un peu made to order. Donc le client peut choisir la couleur, choisir la taille, et puis alors on la produit pour lui. Donc c'est une mise à la mesure, on peut faire. Donc ça plaît énormément. Ça, c'est les projets de développement. Mais ça voudra dire éventuellement, si ta collection est référencée à Dubaï, ça veut dire probablement sous-traiter une partie de la production de cette collection, ou non. quand même produire vous-même. Ah non, ça n'a jamais été dans mes envies. Non. Okay. Non, parce que si jamais ça se vend de plus en plus. Beaucoup. Ouais, il faudra voir. Faudra réussir. Localiser l'atelier. Peut-être que l'atelier au Sablon, c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'idéal. Parce qu'on a 30 mètres carrés, c'est un peu. Ouais. Ça commence à être short à 3. Ça peut être bien pour les pièces exceptionnelles, entre guillemets, et puis pour la collection ailleurs, alors. Ouais, on pourrait, mais c'est ça le problème de la corne, c'est que il y a pas. Il y a personne qui fabrique la corne comme nous on le fait, donc c'est ça qui me... Oui, c'est ça, donc tu peux pas sous-traiter. C'est ça mon problème. Enfin, problème. Notre avantage et notre problème. Mais non, ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui... Peut-être une dernière question, plus personnelle. Du coup, comment est-ce que... Alors, tu as dit comment ça se passe avec ta femme pour les répartitions, mais familialement, il y a quand même une famille à gérer derrière, des enfants, c'est une boutique, donc ça veut dire que c'est ouvert avec des horaires larges, parce que si on ouvre que pendant les heures de travail, personne peut venir. C'est pas trop dur à gérer? Comment vous l'avez structuré? Comment est-ce que vous trouvez cet équilibre? Donc j'ai 3 garçons. Félix, Charlie et César. Au début, je travaillais 6 jours sur 7. On trouvait juste le lundi. Et samedi, dimanche, le Sablon, c'est le Sablon. Et donc Félix venait passer sa week-end chez nous au magasin. Et puis à un moment, il a quand même commencé à grandir. Et puis Vinciane était enceinte de Charlie. Et puis là, on s'était dit, ça vaut pas la peine les dimanches, c'est con, quoi. Enfin, donc on a décidé d'arrêter de travailler le dimanche. De toute manière, à n'importe quelle heure, il y aura toujours un pecno qui va rentrer pour acheter une lunette.
Oui. Un jour, j'ai fait ma compta où j'ai travaillé la lumière allumée à 22h. Il y a un mec qui avait raté son avion, qui est revenu en ville, et qui a acheté des lunettes à 22h du soir. Mais à n'importe quelle heure, on pourrait vendre des lunettes. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et après, c'est pas grave. Les gens peuvent revenir, tant pis. Après, on est vraiment une structure familiale et on met en avant le bien-être familial. Je pense que c'est la base. Ensuite, donc, à la naissance de Charlie, on travaillait déjà un peu moins le dimanche, du coup, on travaillait pas les dimanches. Et puis alors, Vinciane, on attend notre 3e. Et là, septembre 2019, et Charlie décède suite à une méningite. Ouais. Boum. Pas facile. Il a passé la journée au magasin parce qu'on a travaillé. Ah, donc fulgurante. Fulgurante, ouais. On a été le matin chez le docteur et l'après-midi, il était chez nous. Il a dit, bon, ben, sieste, perte de langue, comme un enfant de 1 an et demi au final. Mais on était au boulot. On aurait pu très bien rester à la maison aussi. Mais donc c'est ce tout petit détail qui est dur pour moi, c'est que on a quand même mis en avant. La priorité était le bien-être de Charlie, mais il a quand même passé sa dernière jour au boulot, dans mon bureau. C'est quand même, enfin, pour moi c'est important. Et puis là, voilà, notre équilibre familial est tout à fait déstructuré. Vinciane accouche de César 5 semaines après. On doit accueillir un petit bout. On a ce magasin. Heureusement qu'on a des employés en or, parce que eux ont complètement géré le magasin entre le décès de Charlie, notre présence en mode très stand-by. Enfin, on était très... pas du tout... T'as plus l'esprit à ça. Plus du tout. Et puis là maintenant, voilà, ça fait quand même presque... Ouais, ça fait 2 ans maintenant que Charlie nous a quittés. Et là, on commence à retrouver un peu notre équilibre, j'ai l'impression. Surtout mon épouse, qui, elle, ne voyait plus l'intérêt de travailler, ne voyait plus l'intérêt de continuer à travailler autant d'heures pour l'unité Ludovic. Est-ce que j'ai vraiment encore envie de travailler pour l'unité Ludovic? J'ai envie de faire quelque chose de plus utile de ma vie. Ça m'intéresse pas. On peut comprendre, hein, la comptabilité, c'est pas quelque chose de plus épanouissant pour certaines personnes. Et donc là, maintenant, on a trouvé un équilibre. J'essaye de rentrer plus tôt. J'essaye de rentrer pas... Donc là, le magasin est ouvert jusqu'à 18h30. Je suis pas obligé de rester jusqu'à 18h30. Je peux essayer de partir plutôt vers 17h. Comme ça, je vois quand même encore les kids. Et je peux aider dans le soir, qui est compliqué avec les enfants. C'est surtout ça, en fait. Mais le samedi, alors aussi, on a décidé un samedi par mois, je reste à la maison. Donc ça, ça a été décidé depuis le mois de septembre seulement. Mais pour moi, les samedis sont importants. Mais voilà, on essaye de mettre ses priorités là où on peut. Et on essaye de faire plaisir à un maximum de gens. Et en fait, ma priorité, c'est pas faire plaisir à mes clients, et c'est ça que moi je dois essayer de comprendre et accepter, parce que moi j'ai un tempérament où j'ai envie que tout soit mis en œuvre au maximum pour chaque client. Donc à un point où récemment un client me téléphone, il dit: je suis à New York, j'ai cassé mes lunettes, où est-ce que je peux les réparer? Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un à New York qui sait réparer ses lunettes, quoi. Moi, est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'aime bien d'aller jusqu'au bout des choses. Oui. D'y aller à fond, quoi. Le service, c'est des petits détails, mais ça me fait plaisir d'aller jusqu'à là. Donc moi, j'ai envie d'être là pour les clients aussi les samedis. Mais bon. Mais effectivement, où est le curseur? Et voilà, où est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin? Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à reconstruire, à remettre un pied devant l'autre, ou quand tout s'écroule comme ça? Même moi, c'est par le travail. Moi, c'est le magasin. Je suis commercial, donc je mets un masque. Je vends. Je suis vendeur. Je suis joyeux. J'ai un masque de vendeur.
rien à faire. Tu joues ton personnage. Je joue mon personnage et ça me fait plaisir de le mettre parce que du coup, j'oublie tout ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un peu un faux sourire de vendeur du coup, parce que il est pas, si on creuse un peu, il est pas, il est pas content. Il est pas rose. Ouais. Mais c'est sûr que c'est la relation à la maison ou avec notre grand Félix qui a 6 ans maintenant, c'était pas facile non plus. Enfin, oui, parce qu'il fallait le soutenir lui aussi, en se soutenant soi-même. Voilà. Soutenir toute la famille qui s'écroule. Oui, donc c'est comment on a fait. Écoute, soleil quand on continue à briller, hein, même si. Oui, il doit. Donc voilà, il faut simplement mettre un pied devant l'autre et puis faire confiance au temps. Peut-être que le temps, c'est la chose. C'est le seul espoir qu'on a, c'est espérons que le temps atténue les choses. J'ai pas besoin que le temps cache tout ou répare. Atténue juste. Ouais. Que ça devienne vivable et pas, on n'y pense pas tout le temps. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que tu pourrais dire pour des jeunes entrepreneurs qui hésitent à se lancer, quel que soit le domaine, où toi tu te dis, si on m'avait dit ça quand j'avais 15 ans, ça m'aurait peut-être aidé. Non, je pense qu'il faut être bien entouré. Il faut pas sous-estimer les relations qu'on peut créer quand on est adolescent ou jeune étudiant. Parce que mon comptable, c'est quelqu'un que je connais depuis ma jeunesse. Mon assureur, c'est aussi quelqu'un que je connais depuis que je suis tout petit. Et comme ça, il y a plein de relations comme ça professionnelles que j'ai créées. Puis j'ai revu ces personnes. Et puis tu fais quoi? Je fais des vidéos maintenant sur YouTube. Ça m'intéresse, moi aussi, j'en ai besoin. Donc et puis c'est très chouette de faire travailler les copains. C'est bien se faire entourer, c'est quand même important. Le comptable, l'assureur, un expert fiscaliste, quand même, c'est quand même pas mal. Ça coûte de l'argent, mais ça nous rapporte quand même. Ça nous fait pas perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Ça aide à le mettre au bon endroit. Ouais. Et comme ça, il y a des conseils, il y a des conseillers, en fait, des personnes qu'on peut appeler. Voilà, moi j'ai 3 personnes en tête que je peux appeler. Tu vois, en fait, je suis face à ce dilemme-là. Qu'est-ce que je fais? Il y a quelqu'un qui nous a proposé de racheter un commerce. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas? Et alors on en a. En fait, ils nous aident à se poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. Et ils connaissent ta boîte dans la durée, donc du coup, ils savent ce qu'il y a derrière, quoi. C'est ça qui est chouette, avoir des bons conseillers, des personnes à qui on peut parler un peu profondément et pas juste de tout ce qui va bien, parce qu'en fait quand on rencontre quelqu'un, c'est comment va ton business? Écoute, j'ai fait des lunettes pour Malik & Peace ce week-end j'étais dans la maison de Gand, c'était chouette, on a rencontré le prince Laurent, tu vois, il y a comme des chouettes histoires, évidemment. On a roulé avec une Bentley pour les Nocturnes du Sablon. Bentley nous a prêté une voiture, j'ai roulé en Bentley. C'est génial, évidemment, mais il y a quand même derrière ça, il y a des choses plus importantes quand même. Il y a des mois de travail aussi. Oui. C'est ça, il y a une gestion, il n'y a pas que tout ce qui va bien. Non, j'aime bien de parler avec des gens qui connaissent un peu notre métier et disent, et comment t'as solutionné ce problème-là, ou t'étais face à quoi? Ce problème-là, comment tu fais? Parce que nous aussi, on a hésité, quand on a engagé notre premier employé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'engage? Ou est-ce que je deviens exclusif et je fais un délai de livraison de dingue? C'est vrai, c'est une autre stratégie, mais c'est une stratégie aussi. Ou est-ce que j'ai besoin de ces charges du magasin? Ces heures d'ouverture qui sont lourdes? Est-ce qu'on fermerait pas le magasin? On ouvre notre atelier? On a une petite notoriété, on pourrait vivre là-dessus peut-être. Ouais. On a Internet, c'est bon, on peut pomper le loyer dans de la communication sur Internet. Ça fait de la bonne pub, hein. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai pas besoin d'avoir autant d'employés, d'horaires aussi larges, d'avoir une permanence constante, parce qu'on a un horaire, il faut respecter l'horaire. Donc, c'est comme ça des choix qu'on a fait, puis être ouvert pendant les vacances, et puis, Oui, c'est ça. Si on a un atelier. Alors, on pourrait faire l'atelier chez nous. Ce serait chouette. Je pourrais descendre quand je veux, manger, puis remonter. On a vraiment essayé de retourner la situation comme différente. Ouais. Voilà, on a décidé d'avoir des employés, de pas exploser le prix non plus, de pas exploser le délai, de
de pas se prendre trop au sérieux non plus. Donc être bien entouré, Ouais. oser parler franchement à ses conseillers, Ouais. et du coup ne pas sous-estimer les relations qu'on se crée quand on est jeune. Oui, c'est ça. Super. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Non. Ah, mais je sais pas. On a fait le tour. Continuez. Non, je pense que c'est bon. Bah, merci beaucoup Avec plaisir. pour tous ces échanges. Et puis voilà, donc on peut te retrouver sur Lunetier Ludovic, si on tape sur Voilà. Google, parce que maintenant on sait qu'il y a 5 étoiles partout. Si vous voulez aller, si vous passez dessus, mettez 5 étoiles aussi. Et si vous voulez voir l'atelier, il est ouvert. Il est ouvert Sablon. au Sablon à Bruxelles. Allez, merci Ludovic. Avec plaisir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.